Nous sommes lundi 15 août 2022, ça fait maintenant 5 jours que Lys le beluga de la Seine est mort et c'est le temps qu'il m'a fallu pour être en mesure de faire cette vidéo qui, à mon sens, est importante pour répondre à certaines choses qui sont dites, qui méritent qu'on clarifie aussi, que les choses soient précisées. Je comprends bien qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ce qui s'est passé. Et à mon sens, ça serait salutaire de rétablir certaines vérités pour avancer vers la suite sur de bonnes bases. Donc c'est ce que je vais faire à travers cette vidéo. C'est ce que je fais aussi de manière un peu plus détaillée dans le journal de bord de toute cette mission que j'ai écrite et qui sera publiée sur le site internet de Sea Shepherd. Et après ça, on va se concentrer sur l'avenir. Pour reprendre les faits, le 3 août dernier, un cétacé est signalé dans la Seine. Moi, j'ai l'information le 4. J'ai la sous-préfète Isabelle Doria-Pouzet en ligne le soir du 4. On décide immédiatement de mobiliser nos bateaux et nos équipes. Donc, j'appelle Frédéric dans la foulée, qui est un de nos pilotes principaux, à qui je dis qu'il faut absolument qu'on mobilise les bateaux et qu'on se rende sur site. On part le lendemain matin, donc le 5, toute l'équipe est en route. J'appelle également Clément Broust de Apex, qui est quelqu'un qui a une expertise avec les cétacés vivants, comportementaliste, et dont j'estime que la participation à toute cette opération peut être une valeur ajoutée. Donc j'appelle Clément, je lui décris la situation. Il saute dans un camion avec son collègue Alexis et avec Morgane Trussardi de Little Gypsy, connu sous le nom de Little Gypsy, qui a rejoint les équipes de Sea Shepherd il y a presque 1 an maintenant et qui participe régulièrement à nos missions. Ils arrivent le soir du 4 et ils commencent déjà à chercher avec un drone le beluga qu'ils ne trouvent pas. Le lendemain matin, notre bateau le Clémentine est sur l'eau et cherche le beluga. Sont également présents un bateau de l'OFB et les gendarmes. Finalement, le beluga est repéré et vers 14 h, l'OFB et les gendarmes décident d'aller en réunion pour faire un point. Nos équipes décident de rester avec le beluga pour ne pas le perdre de vue. Et en fin d'après-midi, notre équipe qui suit le beluga le voit en train de se diriger vers l'écluse de Notre-Dame de la Garenne. Il m'appelle en urgence pour me dire qu'il faut absolument passer le mot. Fermer l'écluse, éviter que le beluga ne se dirige vers Paris. Donc j'appelle en catastrophe la sous-préfète Isabelle Doria-Pouzet pour lui demander de donner l'instruction à VNF de fermer l'écluse. Ça se joue vraiment à quelques minutes. Le bateau arrive à suivre le beluga et à s'engouffrer dans l'écluse et les portes se referment. Le beluga se retrouve donc dans l'écluse. Et par la suite, c'est ce qui va permettre justement de l'avoir sous surveillance, de tenter le nourrissage et de déterminer au mieux de la marche à suivre. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas euthanasié tout de suite alors que de toute évidence c'était un animal qui était en train de mourir? Pourquoi est-ce qu'on l'a gardé dans l'écluse? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert l'écluse? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de le transporter comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est intervenu? On n'aurait pas dû intervenir. On a été trop lent à intervenir. Voilà, tout ça, c'est des questions qui méritent, je pense, une clarification. Je pense que chacun doit tirer des enseignements de ce qui s'est passé sur un manquement dont nous, on avait connaissance déjà à la base, c'est-à-dire que la France n'est absolument pas préparée à ce genre de cas. Et donc justement, le cas de Sedna, l'orque, et celui de Lys, le beluga, doivent permettre à la France de se hisser au niveau qui doit être le sien quand on est un pays qui a 3000 km de côte, avec des cétacés en détresse qui peuvent s'échouer. Là, on est sur des cas spectaculaires parce qu'ils rentrent dans la Seine, mais il y a des cétacés blessés auxquels on pourrait venir en aide, qui finalement meurent parce qu'on n'a pas de structure adaptée pour les soigner. Et je vais répondre en fait aux questions les unes après les autres, sans rentrer trop dans le récit, ce que je ferai davantage dans mon journal de bord. Donc d'abord, la première question, pourquoi est-ce que le beluga n'a pas été euthanasié tout de suite? Alors, je tiens à vous dire que sur les premières réunions que nous avons eues,
où il y avait les services de la préfecture, l'OFB, l'Observatoire Pélagis, le GIEC, Apex, Sea Shepherd évidemment. Toutes les options ont été envisagées, y compris l'option de l'euthanasie. À mon sens, ça semblait prématuré. Je me disais qu'on ne sait pas de quoi est atteint ce beluga. Il est visiblement très amaigri, mais est-ce que c'est quelque chose d'incurable ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir et pour lequel on pourrait l'aider? En l'état, c'est impossible de le savoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Robert Michaud du GREM au Canada, au Québec, qui a une très grande expertise des belugas, puisqu'il travaille avec cette espèce, il a des vétérinaires spécialisés de cette espèce depuis des décennies. Je lui ai envoyé toutes les vidéos qu'on avait, toutes les photos, et je lui ai décrit son comportement. Il a été très clair. Toute décision d'euthanasie à ce stade serait prématurée. Ce n'est pas un animal moribond, il est encore vif, il est alerte, les belugas sont des animaux robustes. Donc, euthanasier cet animal à ce stade serait prématuré. Moi, il ne m'en fallait pas plus pour mettre un veto sur l'euthanasie. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à certaines associations qui disent qu'on s'est acharné alors qu'il aurait fallu l'euthanasier immédiatement. Des associations qui n'ont absolument aucune expertise et aucune légitimité sur les belugas. Donc j'ai préféré écouter l'avis de Robert Michaud du GREM. Ça, c'est une chose. Ensuite, la question du nourrissage. Le nourrissage n'a été possible que parce que le beluga était dans l'écluse. Autrement, dans la Seine, c'est quasiment impossible. C'est un animal qui était encore très vif, qui parcourait de grandes distances, jusqu'à 40 km par jour. Donc cette tentative de nourrissage, elle a permis de savoir aussi que c'était pas tant ses capacités à chasser qui posaient problème, c'était vraiment, il y avait quelque chose au niveau de son système digestif qui faisait qu'il ne s'intéressait pas à la nourriture, puisque même mise à disposition, il ne s'y intéressait pas. Donc ça, c'est un premier élément. Parmi toutes les personnes qui se sont exprimées, il y en a certaines qui sortent du lot, qui ont une certaine audience, une certaine notoriété et qui méritent que je leur réponde personnellement. C'est le cas du vétérinaire Thierry Bedossa qui a fait une vidéo sur sa page et sur la page de son association dans laquelle il remet en question la stratégie qui a été adoptée avec des arguments et des éléments qui sont factuellement faux. Donc je vais lui répondre point par point, notamment celle-ci. Un beluga a été observé dans la Tamise il y a 4 ans et nos amis anglais ne sont pas intervenus, ils l'ont juste observé, surveillé, supervisé et finalement il semble que ce beluga soit ressorti tout seul de la Tamise. Alors la différence fondamentale entre le cas du beluga de la Tamise et le cas de Lys dans la Seine, c'est que le beluga dans la Tamise était en forme, il était en bonne santé physique et il se nourrissait. Et ça, c'est une différence fondamentale. Il est évident que si Lys était un animal qui, d'apparence en tout cas, était en bonne santé et qui se nourrissait, les décisions n'auraient pas été les mêmes. Là, on était dans une course contre la montre avec un animal qui allait mourir de faim. Le beluga qui a été extrait de l'écluse et qui était déjà captif dans l'écluse, donc un niveau de stress extrême et dont la condition physique avait été déjà jugée simplement par l'observation dans le bassin très défavorable. Encore une fois, si Thierry Bedossa avait été avec nous, il aurait su que nous avions tout à fait conscience du problème de stress, du fait que le beluga était dans l'écluse. Et c'est d'ailleurs pour ça que dès qu'il s'est retrouvé dans l'écluse, l'équipe de Sea Shepherd, avec l'appui de Clément et Alexis d'Apex, on a mis en place des rotations avec une surveillance 24 heures sur 24, où on comptait les respirations du beluga toutes les 5 minutes, non-stop. Donc on a monitoré son état de stress. Et c'est parce que justement, il n'y avait pas de signe de stress ou de détresse qu'on a décidé de le maintenir dans l'écluse. Sinon, on aurait rouvert l'écluse tout de suite. Ce beluga, il a dû être épuisé par les 6 heures de lutte qui ont été nécessaires pour le piéger dans le filet. Puis, il y a eu encore 6 heures, je crois, entre le moment où il est parti en camion réfrigéré. Ensuite, sur la partie transport, de toute évidence, encore une fois, Thierry Bedossa ne sait pas de quoi il parle, puisque l'opération de capture n'a absolument pas duré 6 heures, en tout cas, il n'y a pas eu 6 heures de combat avec le beluga. En fait, en tout et pour tout, à partir du moment où le filet s'est refermé sur le beluga et le moment où il a été sorti de l'eau, il y a eu à peu près 45 minutes.
Tout ce qui s'est passé en amont, c'est-à-dire plusieurs heures effectivement, ça a été surtout des opérations de placement du filet avec les bouées, avec les plongeurs dans l'eau. Donc le beluga restait calme, puisque même à ce moment-là, pendant toute l'opération, du début à la fin, et jusqu'à malheureusement sa dernière expiration, on a monitoré et on a compté ses respirations pour mesurer son état de stress. Donc il n'y a pas du tout eu 6 heures de bataille avec le beluga et encore moins 6 heures de transport. Là encore, je ne sais pas d'où Thierry Bedossa tire ces chiffres. Il n'y a pas eu 6 heures de transport en camion, il y a eu 2h30. C'est beaucoup trop long, j'expliquerai pourquoi. Ce n'était pas des conditions optimales parce que ça n'était physiquement pas possible en France de faire mieux en si peu de temps. Je précise qu'on était dans une course contre la montre et on était face à un choix extrêmement difficile, c'est-à-dire celui de déterminer le plus vite possible de quoi souffrait le beluga, pourquoi il ne mangeait pas et ce qu'on pouvait éventuellement faire pour l'aider à manger. Le sortir aussi de l'eau de l'écluse, de l'eau de la Seine, qui est certes, même si les belugas sont plus résistants à l'eau douce que les orques par exemple, qui est une eau qui reste quand même pas adaptée, polluée, où le beluga était susceptible de contracter des pathogènes. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il a eu une injection d'antibiotiques, parce que son système immunitaire était affaibli du fait qu'il ne mangeait pas. Donc on était dans une course contre la montre. Nous, on était dans un contexte où chaque fois qu'on revenait le voir, qu'on prenait qu'on relevait l'équipe précédente, on se demandait s'il allait être encore vivant. Voilà, ça c'était le contexte dans lequel on était. En parallèle de ça, on voit qu'on n'a absolument aucune structure adaptée pour accueillir cet animal dans un bassin d'eau salée dans lequel on pourra déterminer les causes de sa maladie et éventuellement un soin à lui apporter. Ou le fait qu'il est atteint d'un mal incurable et en quel cas la nature suit son cours. Donc voilà, je pense que vraiment ça a permis quand même de faire prendre conscience à tout le monde, surtout au niveau de l'État, qu'on n'est pas prêt et qu'on doit se préparer. Donc nous, quelque chose pour lequel on milite depuis longtemps, c'est-à-dire la mise en place de structures de soins et d'assistance aux cétacés en détresse, est enfin parvenu aux oreilles de l'État qui prend conscience de l'importance de mettre ça en place. Donc ça, c'est pour les choses à retenir par rapport à ce qui s'est passé. Ce sont les experts du GREM, le groupement de recherche et d'études sur les mammifères marins. C'est un groupement scientifique qui a vraiment une énorme expertise sur les belugas du Saint-Laurent. Moi, j'aurais spontanément fait appel à eux, je leur aurais demandé de venir sur place, je leur aurais adressé moult vidéos et avec eux, j'aurais brainstormé. Pour moi, on est resté trop franco-français, trop gaulois là. Et je crains que les décisions qui ont été prises n'aient pas été les meilleures. Alors là, vraiment, je ne sais pas d'où Thierry Bedossa tire encore une fois l'idée qu'on est resté entre Français. C'est absolument faux. J'ai appelé moi-même Robert Michaud en pleine nuit ici pour lui parler du cas du beluga, pour lui envoyer les vidéos que je lui ai envoyées dans la foulée à 1 h du matin. J'ai eu un retour immédiatement. Il a assisté à la réunion qui a eu lieu le lendemain avec tous les services de la préfecture, toutes les personnes qui travaillaient sur ce dossier. Donc nous étions 17, dont plusieurs vétérinaires. Et Robert Michaud, qui nous a dit 2 choses importantes. D'une part, que l'euthanasie serait une décision prématurée. D'autre part, que selon lui, en tout cas que le GREM, dans un cas de figure comme le nôtre, face à un animal qui est aussi amaigri, ne serait pas intervenu. Ne serait pas intervenu, sachant que, selon lui, de toute façon, il allait mourir. Qu'il allait mourir, mais qu'il fallait laisser faire. Ce qui se serait passé si nous n'étions pas intervenus, c'est que ce beluga aurait continué à errer dans la Seine, mourir de faim, finir par s'échouer sur une berge de Seine ou mourir percuté par un bateau. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a quelques années, en 2020 je crois, au Québec, avec une baleine à bosse qui est entrée dans le Saint-Laurent. Le GREM a pris la décision de ne pas intervenir. Cette baleine s'est fait percuter par un bateau et elle est morte. Voilà. Ça, c'est la décision du GREM. Il ne s'agit pas de nous donner des conseils pour sauver ce beluga. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait face à un cas comme celui-là, où on sait qu'on a très peu de chances de réussir, mais où il y a une infime
une infime chance que peut-être le mal dont il est atteint est curable. Que peut-être, si on arrive à le récupérer et à diagnostiquer le mal dont il est atteint et à le soigner, peut-être qu'on peut le sauver. Cette chance était infinitésimale. Mais l'alternative, encore une fois, c'était de le laisser mourir de faim dans la Seine ou finir percuté par un bateau. C'est ce qui s'est passé avec Sedna, l'orque, où finalement aucune décision n'a été prise d'intervenir. Ça a été l'attentisme. On a fini par la retrouver morte d'inanition dans la Seine. Et moi j'ai un message pour tous ceux qui nous tombent dessus aujourd'hui, qui disent qu'en fait, qu'on n'a pas été bon, qu'on n'a pas su sauver ce beluga, qu'on a été trop long, qu'on a mal fait ceci ou mal fait cela. Tout ça, ce genre d'attitude, c'est aussi ce qui explique qu'il y ait eu un tel attentisme dans le cas de Sedna. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans des cas comme cela, où l'animal est déjà très affaibli, on a peu de chances de réussir. On a très peu de chances de réussir. Qui a envie de se lancer dans une organisation comme celle-là, avec aussi peu de chances de réussir et une telle probabilité d'échec? Il faut un certain courage pour faire ça. Il faut assumer aussi que derrière, on va se prendre les foudres de tous ceux qui estiment qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas bien fait. Donc ce genre d'attitude, c'est aussi ce qui sclérose l'État, c'est ce qui fait qu'on ne bouge pas. Donc est-ce que ceux qui nous critiquent aujourd'hui auraient préféré que Lys connaisse le même destin que Sedna? Au final, l'issue allait être tragique. On a choisi quand même de saisir cette petite chance, d'essayer. Pour lui, pour Lys, et aussi pour travailler cette mobilisation. Il y a eu une mobilisation sans précédent, avec des acteurs qui sont d'ailleurs plutôt en opposition. Je reviendrai sur le cas du Marineland. Avec l'OFB, avec lesquels on n'a pas forcément de super bons rapports habituellement et avec lesquels il a été possible de travailler. Ça a mis de l'huile dans les rouages. On a pu travailler avec la préfecture. Effectivement, on a travaillé avec Marineland, donc il y a des questions qui portent là-dessus. En fait, je vais être très pragmatique. À l'heure actuelle, en France, il n'existe pas d'autres personnes qui sont capables de gérer ce genre de translocation. Voilà, il n'y a pas. S'il y en a d'autres qui se manifestent, il n'y en a pas. Nous étions dans une course contre la montre et donc on a fait appel aux seules compétences qui existent en France pour le faire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Évidemment, mon opinion sur la captivité n'a pas changé. Sea Shepherd est engagé contre la captivité des cétacés depuis des décennies. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir travaillé avec Marineland ou avec Biotropica. J'ai pas travaillé avec des structures. C'est des êtres humains qui sont venus. Et même si on a des divergences fondamentales sur la question de la captivité, quand Lys est mort, les larmes que j'ai vues dans les yeux de ces soigneurs étaient authentiques. Et ça m'a touchée, parce qu'on a partagé cette peine. Voilà. On sera peut-être jamais d'accord sur la question de la captivité, mais ce sont des êtres humains qui se sont dévoués pour essayer de sauver cet individu. Ça me permet aussi de revenir sur une légende qui circule, selon laquelle le beluga était censé aller à Marineland, finir sa vie en captivité. Alors ça n'a jamais été une option, jamais. Imaginez bien qu'au niveau de Sea Shepherd, on aurait mis un veto, mais on n'a pas eu à le faire parce que ça n'a jamais été évoqué. Je vais vous dire ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que si ce beluga avait survécu au transport, donc il aurait été dans cette écluse à Ouistreham, dans l'eau salée. On aurait essayé de diagnostiquer le plus rapidement possible ce qu'il avait, voir s'il était possible de relancer son système de digestion, essayer de le requinquer le plus vite possible parce que nous avions 3 jours. 3 jours, c'est-à-dire que le samedi matin, quoi qu'il arrive, il fallait ouvrir l'écluse et laisser le beluga partir parce que cette écluse servait au passage de bateaux et que ça représentait un manque à gagner de 100 000 € par jour si on maintenait l'écluse fermée et il n'en était pas question. Donc voilà.
Donc ça met le doigt sur le problème fondamental, qui est que nous n'avons pas de structure en France qui permettent d'accueillir des cétacés en détresse, et que quoi qu'il arrive, même s'il s'était avéré que ce beluga avait besoin de plusieurs semaines de convalescence, eh ben on aurait dû le laisser partir au bout de 3 jours. Voilà, c'est ça le problème. Pour conclure, je ferai référence à la charte éthique du GREM, donc le groupement de recherche et d'études sur les mammifères marins québécois, et fondé et présidé par Robert Michaud. Et donc le GREM, sa charte éthique, c'est quand il y a un beluga qui est trouvé très en avant dans l'amont du Saint-Laurent, comme par exemple celui de Montréal, eh bien, la plupart du temps, on n'intervient pas. On supervise, on observe, mais on n'intervient pas. Je pense qu'on aurait vraiment dû s'inspirer de cette charte éthique. Alors, nous aussi, on a une charte éthique. Et en tout cas, l'éthique qui a été choisie, ça a été face à un choix qui consistait à 100% de probabilité de mortalité, avec une lente agonie, parce que mourir de faim, c'est une mort agonique, avec la possibilité de se retrouver percuté par un bateau, peut-être aller jusqu'à Paris. On a choisi, malgré toute la difficulté, malgré les risques de contre-coup, malgré l'échec, la risque de l'échec que nous avons assumé, on a choisi de tenter le tout pour le tout, essayer de sauver cet animal. Voilà, ça a été l'éthique qu'on a adoptée nous. Alors, il y avait une autre option qu'on a envisagée aussi, c'était d'ouvrir l'écluse de Notre-Dame de la Garenne, et de voir si on arrivait à driver le beluga vers la mer. On y a renoncé parce que pour le temps qu'on était avec lui, quand il était hors de l'écluse, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un animal qui sondait souvent et qui pouvait réapparaître 700 mètres en amont ou en aval du bateau, avec une impossibilité de le garder en vue déjà de nuit. Déjà de jour, c'est quasiment impossible, mais de nuit, c'était couru d'avance. On était sur une distance de 105 km à vol d'oiseau, mais 220 km en comptant les méandres de la Seine, avec un animal affaibli, qu'on perd de vue, et qui en plus avait tendance à se diriger plutôt vers Paris. Et donc on était sur des probabilités de réussite quasi nulles. Si on avait estimé qu'on avait la moindre chance d'y arriver comme ça, sachant qu'en plus le nourrir dans ces conditions c'était pas possible, on l'aurait fait. On l'aurait fait. S'il avait fallu qu'on se relaye pendant des jours, 24 heures sur 24, on l'aurait fait. Donc à chaque fois, ça a été un arbitrage où on a tout pesé et sous-pesé. À chaque fois. Le problème, c'est que dans la tête d'un humain, il y a les émotions et puis il y a la raison. Et trop souvent, quand on veut protéger des individus, quand on veut leur sauver la vie, on donne, nous, et c'est normal, on a de l'empathie, c'est normal, on donne un poids énorme à nos émotions et peut-être pas assez au raisonnement. Non, en fait, c'est pas parce qu'on a de l'empathie pour un individu qu'on n'est pas capable de raisonner. Nous n'avons fait que ça, raisonner. On ne s'est pas laissé déborder par nos émotions. De la même manière, c'est pas parce qu'on nomme un animal qu'on est dans l'anthropomorphisme. Nommer Lys, nommer Sedna, c'est ce qui permet aussi de fédérer autour de ces animaux, de faire en sorte qu'on ne les oublie pas, parce que ces animaux sont des messagers. Il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que il ne s'agit pas d'un individu. Un individu, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est la préservation des espèces. Nous sommes la Sea Shepherd Conservation Society. Ça, c'est le nom entier de Sea Shepherd. Nous sommes une organisation de conservation de la vie marine. L'essentiel de nos missions porte sur la conservation des écosystèmes et des espèces. Nous ne sommes pas une organisation animaliste, nous sommes une organisation de conservation. Toutes nos missions se basent sur les données scientifiques. Nos bateaux sont végétaliens, certes, parce que l'impact sur la planète du régime carné et de la surpêche est extraordinaire, est hyper important. Et donc on estime que c'est en cohérence avec nos actions. Chacun chemine vers sa cohérence personnelle. On accepte sur les bateaux toutes sortes de profils, y compris des gens qui sont omnivores, c'est pas le sujet. Par contre, nous, on s'applique cette éthique-là. Voilà. Et on explique pourquoi. Donc on a aussi beaucoup de critiques sur le fait que les poissons dans les rivières sont en train de mourir et qu'on fait tout ça pour un beluga.
Mais Sea Shepherd, nous on travaille là-dessus. On a plusieurs missions justement pour sauver les poissons dans les rivières. On a déposé plainte contre la pêche à la lamproie, au saumon dans l'Adour. On avait d'ailleurs une équipe qui était sur place au moment où il y a eu cette histoire avec le beluga. On travaille sur des espèces qui ne sont pas du tout charismatiques. On travaille sur la préservation des concombres de mer. Qui en a quelque chose à faire des concombres de mer, et pourtant nous on travaille dessus. On travaille sur la surpêche en Afrique, parce qu'on a aussi eu notamment l'océanographe François Sarano qui a dit qu'il trouvait tout ça indécent alors que des gens meurent en essayant de traverser la Méditerranée. Mais pourquoi opposer les choses? Pourquoi ne pas comprendre, ne pas voir que tout ça c'est lié? Tout le travail qu'on fait en Afrique de l'Ouest sur la surpêche des poissons qui finissent dans nos assiettes ici en Europe, tout ce travail-là, il est fait aussi pour les populations locales qui ont un besoin vital de poissons. Ces personnes-là, qui sont poussées à la famine parce qu'on surpêche dans leurs eaux territoriales, ce sont les prochains migrants qui vont se noyer en Méditerranée en revenant ici. Nous, on travaille là-dessus, toute l'année. Toute l'année. Et pourtant, on s'est mobilisé à fond sur ce beluga, parce que pour nous, c'est dans la continuité. Il n'y a pas d'opposition à avoir. Je pense qu'il n'y a aucun espoir qu'on y arrive tant qu'on continuera à opposer les combats, tant qu'on continuera à opposer le bien-être des individus, le respect des individus et la conservation des espèces. Ne pas voir que ce beluga, que cet orque, que Lys et Sedna sont des ambassadeurs de leurs espèces, c'est problématique. C'est problématique parce qu'on a besoin d'ouvrir les consciences. Nous sommes confrontés toute l'année à cette indifférence générale sur la destruction de l'océan et des écosystèmes marins. Pour nous, le défi principal, il est de réussir à éveiller les consciences. Quand on voit que sur les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, quand on fait des expositions de cadavres de dauphins dans des villes côtières, comme La Rochelle, on a des gens qui nous disent « mais on n'a pas de dauphins en France ». Mais comment voulez-vous qu'on y arrive si on n'éveille pas les consciences? Avec justement des histoires comme celle-là. C'est une histoire qui touche le cœur des gens. Alors je suis d'accord qu'il ne faut pas s'arrêter là. Sinon ça n'a pas de sens. Mais il faut se servir de ça. Si vous êtes ému par ce qui s'est passé, pour Sedna, pour Lys, alors faites le lien, vos choix quotidiens, votre consommation quotidienne, nos modes de vie, toute cette pollution sonore qui est due justement au trafic maritime intense à cause de la mondialisation, de la surconsommation, la surpêche, tout le poisson qui est dans nos assiettes. Aujourd'hui, la première menace qui pèse sur les mammifères marins, c'est la surpêche. Ce sont les engins de pêche, parce que la consommation de poissons a doublé en 50 ans, parce que justement on met à genoux les populations qui ont un besoin vital en poisson, parce que nous on mange des sushis comme on mangerait des carottes. Et tout ça c'est lié, tout ça c'est lié. Cette histoire, ce qui s'est passé avec Lys, ça doit éveiller les consciences. Il faut qu'on arrête d'opposer les causes, sinon on n'y arrivera pas. Alors la question financière, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Coûts faramineux, tout ce qu'a coûté la tentative de sauvetage de Lys. En fait, très clairement, au niveau de l'État, ça a surtout coûté la mobilisation des pompiers, des gendarmes, et notamment sur cette nuit en particulier. Donc, c'est des gens qui sont au travail et qui ont travaillé à essayer de sauver ce beluga au lieu de faire autre chose. Voilà. C'est surtout ces moyens-là que l'État a mis en place. C'était fondamental, très important, mais ça n'a pas été retiré à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on a lancé une cagnotte? On a lancé une cagnotte parce que très clairement, Madame la sous-préfète m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'enveloppe budgétaire pour payer la barge sur laquelle Lys devait être posée avant d'être emmenée dans le camion. C'était un devis de 28 000 €. Elle m'a dit si on n'a pas ces 28 000 €, on ne peut pas faire l'opération. Nous, on s'est engagé au niveau de Sea Shepherd à payer cet argent-là, mais c'est de l'argent qui aurait été ponctionné de nos campagnes. 95% de notre budget part dans les missions d'action directe. Et on est à plus de 95% de bénévoles, je tiens à le rappeler. On n'est pas cette méga structure qui a énormément de fonds comme certains le croient. Je sais qu'on renvoie cette image, ce n'est pas le cas. Donc on était prêt à faire ça, mais on s'est dit qu'on allait lancer une cagnotte pour que toute cette opération, finalement, ne se fasse pas au détriment de nos missions. La cagnotte a eu un énorme succès, puisque en quelques heures, on a réuni la somme concernée.
Il y a aussi un dédommagement à prévoir pour le camion qui a acheminé Lys à Ouistreham. Et voilà. Nous, on n'a pas gagné d'argent sur cette opération. Ce n'était pas le but. Et l'État n'a pas, n'a pas plombé les caisses d'argent public dans un projet complètement fou, pas du tout. Et moi, je suis vraiment aussi touchée de voir que toutes ces personnes, ces gendarmes, ces agents de la préfecture, ces pompiers qui se sont mobilisés pour tenter de sauver Lys, ils étaient contents de le faire. Ils étaient heureux de le faire. Ils savaient qu'il y avait peu de chances de réussite, mais il y a eu une cohésion, une mobilisation humaine absolument hors norme. Certains nous ont dit qu'en 15 ans de carrière, c'était une des missions sur lesquelles ils avaient vécu les émotions les plus fortes. Il y a quelque chose de beau derrière ça, même si l'issue est triste. Parmi les questions, il y a aussi sur l'opérationnel. Pourquoi est-ce que ça a mis plusieurs jours de transférer le beluga? En fait, je pense que les gens ne réalisent pas la logistique qui est nécessaire pour transporter un cétacé tout en essayant de ne pas le tuer d'emblée. C'est très très compliqué, surtout dans un pays comme la France où on n'a pas le matériel à disposition. On n'a pas les caisses de transport, on n'a pas les moyens de transport adaptés, on n'a pas le lieu de chute adapté, on n'a rien de tout ça, rien. Donc, et nous, on était dans une course contre la montre, on était face à un animal qui était en train de mourir de faim. Et si on ne trouvait pas une solution pour qu'il s'alimente le plus vite possible, on ne savait pas si le lendemain, il serait toujours vivant. Donc il a fallu mobiliser en urgence des moyens qui n'étaient pas optimaux, parce que attendre que ce soit livré de l'étranger, c'était beaucoup trop long. Encore une fois, il y a eu un arbitrage à faire. Et on a jugé au mieux de ce qu'on a pu, avec les moyens qu'on avait, dans la limite de temps qu'on avait. On nous demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheminé le beluga par berge. En fait, on a fait le calcul, c'était 22 heures de transport. Injouable. Pourquoi on ne l'a pas, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas laissé sa chance, pourquoi est-ce qu'on l'a euthanasié finalement? Alors moi je ne suis pas vétérinaire. Je ne suis pas vétérinaire, c'est pas moi qui ai pris la décision d'euthanasier Lys. Par contre, je l'ai vu dans le camion à l'arrivée à Ouistreham. Il était en détresse respiratoire, en souffrance. C'était pas un animal qu'on pouvait remettre à l'eau, où il allait mourir asphyxié. C'était extrêmement dur de le voir comme ça. Et pourtant, je fais partie de ceux qui ont tout donné pour essayer de le sauver. Je fais partie de ceux qui, justement, n'ont pas voulu l'euthanasier tout de suite, notamment sur la base de ce que m'avait dit Robert Michaud. Et quand je l'ai vu à l'arrivée à Ouistreham, je n'avais qu'une hâte, c'est qu'on l'euthanasie. Parce qu'il était... c'était fini, il n'y avait plus rien à faire pour lui à ce stade. Et on était préparé à cette éventualité. Parce qu'on savait que même avec des individus en bonne santé, ce genre de transport peut potentiellement être mortel, potentiellement être fatal. Le fait est que nous n'avions pas le choix. Nous n'avions pas le choix. Et donc on a fait avec ce qu'on avait. On ne saura jamais si on avait eu le meilleur matériel disponible au monde pour le transporter, est-ce que ça aurait changé quelque chose? On ne le saura pas. Est-ce que sa maladie était curable ou incurable? J'espère que l'autopsie permettra de donner ces informations. Le fait est qu'en l'état actuel des choses, en France, dans un cas de figure comme celui-là, avec une course contre la montre face à un animal qui est en train de mourir de faim, on ne pouvait pas faire autrement que ce qu'on a fait. On nous dit aussi pourquoi est-ce que vous avez autant communiqué dans les médias. Finalement, ça a été une énorme opération de communication pour Sea Shepherd. En fait, pour nous, la communication a toujours été un moyen. Ça n'a jamais été une fin. Le fait qu'il y ait eu un emballement médiatique autour de ce beluga, c'est quelque chose qu'il faut utiliser à bon escient. Déjà pour lui, pour son espèce, pour l'océan. Les missions qu'on fait, si vous aviez idée du nombre de missions qu'on fait,
qui mobilise tous nos moyens, notre temps, notre énergie, qui ne sont absolument pas médiatisés, parce qu'elles portent sur des animaux qui ne sont absolument pas charismatiques. Ça, c'est notre quotidien. Et on le fait. On le fait. Si la communication, si la médiatisation était une fin en soi pour nous, on ne ferait pas toutes ces missions. En fait, on n'a même pas le temps de communiquer sur tout ce qu'on fait, tellement l'action va plus vite que la communication. Là, en l'occurrence, c'était important de communiquer et de coupler cette communication à quelque chose de plus global, c'est-à-dire, encore une fois, le lien entre nous et l'océan, nos actions, notre impact sur l'océan. Voilà. Si vous êtes touché par le sort de Lys, alors interrogez-vous sur ce que vous faites, sur votre quotidien, sur vos habitudes, pour le sauver, peut-être pas lui du coup, mais son espèce et l'océan. On a beaucoup de mal à sensibiliser sur le sort des morues. On a déjà du mal à sensibiliser sur le sort des dauphins du golfe de Gascogne qui meurent alors que beaucoup de Français ignorent qu'on a des dauphins. Pour une fois, on a une médiatisation sur le sort d'un animal qui permet d'interpeller l'opinion publique sur ce qui se passe en mer. Mais on n'allait pas bouder tout ça. On est pragmatique. C'est tout. Alors il y a aussi beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que les cétacés viennent comme ça se perdre dans la Seine, qu'est-ce qui se passe. Donc nous, on a émis des hypothèses par rapport au bruit, parce que les cétacés sont particulièrement sensibles au bruit, si leur sonar est perturbé, ils sont désorientés. Il y a quand même une corrélation entre le cas de Sedna, l'orque et le beluga qui, tous les deux, étaient amaigris. Donc est-ce que cette pollution sonore est plus impactante sur des animaux affaiblis? C'est tout à fait possible. En tout cas, au niveau de l'embouchure du Havre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une pollution sonore extrême qui va en grandissant parce que le trafic maritime s'intensifie, parce qu'il y a des chantiers éoliens qui sont en construction. Et on va en faire de plus en plus sur la façade maritime française. Le président Macron parlait de 50 projets d'ici à 2050. Il faut savoir que ces chantiers sont extrêmement bruyants, qu'ils sont à l'heure actuelle autorisés au cœur des aires marines protégées, des parcs marins, des zones Natura 2000, que ces projets éoliens obtiennent des dérogations, donc des autorisations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, et qu'il va falloir être particulièrement vigilant sur l'impact de ces projets sur la vie marine et notamment sur les cétacés. Voilà, c'est peut-être pas le seul facteur, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, très clairement, il va falloir mener l'enquête pour savoir ce qui se passe à la fois au niveau de cette embouchure du Havre, mais plus globalement sur l'ensemble du littoral français. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à tout. Il ne faut pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vais m'arrêter là. Simplement, moi ce que je retiens de ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mobilisation absolument hors norme, avec des gens qui ont tout fait pour sauver cet animal, une mobilisation de l'opinion publique qui, j'espère, est un précédent, un changement plus global dans nos comportements, pour que Lys ne soit pas mort pour rien, pour que Sedna ne soit pas morte pour rien, et aussi plus particulièrement sur la question des cétacés en détresse qui viennent s'échouer près de nos côtes. Quelque chose a été amorcé là au niveau de l'État. On va se mettre au niveau, on va lancer des protocoles d'urgence, on va mettre en place ces structures d'accueil qui nous manquent pour que les prochains cétacés qui ont besoin de nous, qu'ils soient dans la Seine ou qu'ils s'échouent vivants sur les plages, aient une chance de survie. Ce qui à l'heure actuelle n'est pas le cas en France. Et dans ce cas, alors, on pourra dire que Sedna et Lys ne sont pas morts pour rien, et peut-être que malheureusement, c'est ce qu'il fallait pour qu'on se décide enfin à avancer sur ces sujets. Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus, vraiment merci du fond du cœur. Un grand merci aux pompiers, à la préfecture, particulièrement à Madame Isabelle Doria-Pouzet qui a été incroyable. Madame la sous-préfète, je n'aurais pas pensé être un jour aussi reconnaissante envers une sous-préfète et pourtant, voilà, vous êtes humaine, engagée, courageuse. Courageuse. Merci pour ça. Et j'espère que j'oublie personne, c'est sans doute le cas, mais j'essaierai d'oublier personne dans le journal de bord qui sera publié sur le site de Sea Shepherd. Et maintenant, on regarde vers l'avenir. Merci à tous. On a une pression, une dette vis-à-vis, entre guillemets, des animaux et de mère nature quelque part, parce qu'on a une pression forte sur ce domaine naturel, ça c'est une chose. Ce qui est important dans ce type d'opération, c'est aussi de montrer
qu'on est capable de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent impacter le milieu naturel. C'est important qu'on puisse développer des solutions. Alors là, on parle évidemment du sauvetage d'un animal, mais on engage aussi ce type d'opération pour du sauvetage de zones boisées, des zones naturelles. On a aujourd'hui des périmètres entiers qui sont sous cloche, qui sont préservés. Et tous ces règlements, toutes ces opérations, tous ces moyens humains, scientifiques, techniques qui sont mis en œuvre, permettent derrière de créer un peu de sérendipité, c'est-à-dire trouver des solutions à d'autres problèmes qui pourraient survenir ultérieurement. Énormément d'innovation naît en fait de ce type d'opération, et pour les opérations comme pour les associations comme Sea Shepherd qui sont à l'œuvre en ce moment, c'est aussi une magnifique démonstration de la capacité aussi des hommes à s'associer pour pouvoir préserver la vie. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, accompagner des jeunes enfants, c'est très important aussi dans la période que l'on est en train de vivre, ou qui peut paraître anxiogène, qui peut être anxiogène et qui est anxiogène pour pas mal de jeunes publics, mais de montrer que les adultes savent se mobiliser, que ces enfants auront demain aussi ce type d'opération à mener pour pouvoir préserver le domaine naturel.